Bien, en l'absence de Gérard Mourou, qui, comme je vous l'ai indiqué, a eu un problème de santé et je pense ne pourra pas nous rejoindre cet après-midi, je voudrais essayer de vous passer les messages qu'il souhaitait vous passer donc sur ces découvertes qui datent des années 80 et qui ont permis donc à Donna Strickland, que vous voyez sur la photo, et Gérard Mourou d'obtenir le prix Nobel de physique en 2018. Alors je ne vais pas revenir sur la lumière électrique que chacun de vous et de nous connaît, avec les ampoules à filaments. Il y a eu divers procédés après l'utilisation des arcs électriques, puis on est passé aux diodes électroluminescentes, et on est passé au laser, qui est apparu grâce à Theodor Maiman, donc au début des années 60, avec deux grandes directions de résultats. D'une part, la capacité à refroidir, si je puis dire, à ralentir la vitesse des atomes à quelques centimètres par seconde, et d'autre part, et c'est le thème que voulait vous présenter Gérard Mourou, la possibilité d'obtenir des énergies très importantes, mesurées en gigaélectronvolts ou en téraélectronvolts, et avec des applications dans les accélérations, l'utilisation en cosmologie, l'utilisation en électrodynamique quantique, et en atteignant des domaines de vitesse relativiste, voire ultra-relativiste. Et le procédé qu'a mis au point Gérard Mourou, il était dans l'université du Michigan, il avait dit à sa femme qu'il partirait pour 3 ans, et ils sont restés 30 ans. Et ça a été donc la mise au point du module de Chirp Pulse Amplification, donc avec un décalage en fréquence qu'on voit ici après un passage dans un réseau de Bragg. Donc on arrive à élargir le spectre avant de l'amplifier. Et ensuite, une fois qu'il a été amplifié, de le reconcentrer, et en arrivant donc à des durées d'impulsion qui sont de l'ordre de la femtoseconde, donc 10 puissance moins 15 secondes. Et ce module sera présenté d'ailleurs au musée de l'électricité, donc musée Ampère, dès demain. J'espère qu'il sera en meilleure santé pour pouvoir voir la capacité qu'on a eue à le mettre en valeur dans une belle vitrine. Et donc ce module a été déterminant pour l'utilisation de ces lasers dits femtosecondes, et qui correspondent donc à des puissances instantanées qui se mesurent en pétawatts, donc avec des puissances absolument considérables, mais pendant une durée extrêmement réduite. Et alors dans le domaine expérimental, qui a été le sien, donc ça permet d'obtenir ces puissances excessivement élevées, mais en pic, donc ça ne dure pas longtemps, en température, en pression, on va le voir, en accélération, et d'avoir des champs extrêmement élevés. Et expérimentalement, sa découverte, qui a été donc en 1985, s'est déroulée à la suite pour des applications en ophtalmologie, à la suite d'un incident technique qui a frappé un des ingénieurs de son laboratoire, qui a reçu un coup de tel laser dans l'œil. Ils sont évidemment immédiatement allés voir un ophtalmologue qui, contrairement à ce qu'on avait pu avoir comme accident de laser dans les yeux, qui faisait un cratère de bombe avec une forme totalement aléatoire, si je puis dire, et ressemblant réellement à un cratère de bombe à l'échelle microscopique, là, on avait un petit puits qui était parfaitement dessiné géométriquement. Et de là est née donc cette idée de pouvoir l'utiliser dans le domaine de l'ophtalmologie. Alors on voit ici l'évolution à partir des tout premiers lasers qui avaient, on l'a vu, une énergie de l'ordre de 1 électronvolt. Le CPA arrive donc au milieu des années 80 et a permis de faire de la chirurgie des yeux
et de faire des petites machines pour travailler les matériaux. Et puis on a atteint des puissances supérieures et on est maintenant dans les projets donc au niveau du gigaélectronvolt ou du téraélectronvolt et qui vont avoir des applications, comme on va le voir in fine, dans les années qui viennent. Donc on est passé du stade atomique au stade subatomique et ça a ouvert aussi des perspectives pour d'autres prix Nobel et en particulier, je pense à Anne L'Huillier qui est venue ici fin avril et qui, elle, travaillait non plus à la femtoseconde mais à l'attoseconde et ce qui permettait d'avoir une vision intra-atomique. Là, sont des procédés qui ont été mis au point par donc Gérard Mourou et ses collègues. Je ne rentre pas dans les détails que je ne saurais décrire très précisément, mais ça a permis d'avancer sur ce sujet. Donc, en gros, 10 ans après la mise au point du premier module CPA pour arriver à des puissances et des énergies à peu près 1000 fois supérieures. Même chose pour les possibilités de compression en utilisant des films minces. Et ça a été fait, je crois d'ailleurs, avec des collègues russes, d'après ce que m'a expliqué Gérard Mourou. Et ça les a amenés donc à aller chercher dans du commerce de distribution des films pour faire cette opération. On est passé ensuite à l'attoseconde. Donc 10 puissance moins 18 secondes, et c'est ce qui correspond au prix Nobel de physique 2023, qui a récompensé Pierre Agostini, Anne L'Huillier et un troisième partenaire. Je ne rentre pas dans les détails que je ne saurais bien vous expliquer. Et on est maintenant encore à une échelle 1000 fois plus fine, en atteignant la zeptoseconde avec des puissances donc zétawatts qui permettent d'imaginer des accélérations encore plus fortes, donc téraélectronvolts par centimètre, d'où l'idée développée par Gérard Mourou, après des puissances qui sont de l'ordre du gigaélectronvolt, des énergies du gigaélectronvolt pour le synchrotron Soleil qui se trouve sur le plateau de Saclay, et permet de caractériser et de faire des essais sur des matériaux, de regarder donc l'anneau du CERN et d'imaginer qu'un jour on pourra avoir des accélérations qui pourront être faites sur le bout du doigt et donc éviter des infrastructures extrêmement lourdes et en ayant des accélérations de plus de 1000 fois l'accélération G bien connue et qui nous ramène donc à Newton. D'où une application au proton qui est envisagée notamment en médecine. Alors là, c'est un accélérateur linéaire qui permettrait de faire des transmutations. C'est un projet européen. Et j'en viens maintenant à la médecine, donc la protonthérapie, qui utilise d'ailleurs un effet démontré par Bragg, qui permet de délivrer l'énergie correspondante à des profondeurs qui sont parfaitement maîtrisables et donc d'éviter de brûler les tissus qui se trouvent en avant d'une tumeur qu'on voudrait éliminer. Possibilité aussi de mettre des pastilles de radionucléides qui seront activées avec également ces systèmes laser et de faire des diagnostics nucléaires de la même façon en utilisant ces accélérations extrêmes. Alors il y a d'autres idées donc poussées par Gérard Mourou, c'est d'arriver à faire de la production d'énergie en utilisant le cycle du thorium plutôt que ce qu'on connaît actuellement avec l'uranium. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on prend des centrales au charbon, il faut pour alimenter l'équivalent d'un gigawatt dans une centrale de production d'énergie, 3 millions de tonnes de charbon, ce qui représente
1 km3 de CO2 émis. Avec de l'uranium, il n'y a évidemment pas de CO2 et 300 tonnes d'uranium. Avec du thorium, il n'y aurait plus qu'1 tonne et toujours évidemment pas de production de CO2, de gaz carbonique. Deuxième possibilité sur laquelle travaille Gérard Mourou, c'est en ce qui concerne l'élimination des déchets nucléaires de longue durée pour arriver à finalement faire éclater des noyaux très importants de l'ordre de 237, comme on le voit ici, en des noyaux plus petits et qui auraient des durées de vie nettement plus courtes que celles qu'on connaît actuellement sur les déchets donc issus des centrales nucléaires. Autre application à laquelle songe Gérard Mourou, c'est le nettoyage des débris qu'on trouve en orbite, donc qui représentait, parce que je crois que le papier a quelques 3 ans, de l'ordre de 4 tours Eiffel, donc 4 fois 7000 tonnes en orbite, et souvent en tout petits morceaux, tels que par exemple des boulons, et qui pourraient être désorbités et ensuite brûlés dans les couches denses de l'atmosphère grâce à ces lasers. Donc là aussi, des applications difficiles à imaginer autrement que par ces concentrations sur des éléments qui peuvent être tout petits, comme de la boulonnerie ou évidemment des éléments plus gros. Et enfin, une dernière idée qui est en cours de développement et qui est celle d'avoir un réseau d'amplification dans lequel on sait mettre des fibres optiques avec une synchronicité de la fabrication, si je puis dire, de lumière, permettant de concentrer encore plus la puissance qu'on a pu obtenir avec les procédés de laser femtoseconde ou attoseconde. Et il y a un prototype donc avec 61 fibres qui est en construction et en essai et qui donc devrait permettre de vérifier que c'est tout à fait fabricable et qu'on peut le mettre en œuvre. Donc la lumière extrême est capable de générer des champs très larges, des accélérations très importantes, des températures extrêmement élevées et des pressions extrêmement élevées également, et donc porte beaucoup d'espoir pour le futur de la science et de la société. Et je voudrais à ce titre-là remercier les conférenciers qui nous ont fait des présentations tout à fait remarquables, et en se tournant vers les jeunes, leur dire qu'il y a vraiment des perspectives fantastiques pour le développement futur, qu'on est là en possibilité d'imaginer un monde que les ingénieurs donc, pourront fabriquer et qui devrait améliorer la position de l'humanité tout entière. À titre d'exemple, en ophtalmologie, les opérations qui ont pu être réalisées à l'aide des lasers femtosecondes et des différentes sociétés qui se sont constituées ont permis de traiter plusieurs dizaines de millions de cas de traitement de myopie ou de traitement d'hypermétropie. Plus récemment, c'est à l'été 2024, il y a une maladie très grave qui amène à devenir aveugle, qui est le glaucome, qui a été l'objet d'un marquage CE en utilisant ces lasers femtosecondes pour réaliser une micro-rigole sur le bord de l'œil, permettant d'écouler les liquides excédentaires que cette maladie génère et d'éviter donc finalement la cécité qui accompagne cette maladie. Donc là aussi des espoirs considérables pour l'ensemble de l'humanité. Et je pense que c'est vraiment une philosophie de développement de ces activités, de ces sciences et de l'industrie qui va avec, qui peut nous guider, vous guider, tous les jeunes, pour le futur. Merci pour votre attention.